Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour justement une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter mes dernières lectures. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'en ce moment, je suis un peu fatiguée, donc j'avoue que je lis un tout petit peu moins. Ou en tout cas, si je lis, c'est peut-être d'une manière un peu plus lente, mais bon, il y a quand même des lectures que j'ai envie de vous présenter. Donc voilà. Je vous propose qu'on commence tout de suite. De toute façon, ça va aller assez vite et je vais commencer par un livre que j'ai particulièrement aimé. Il s'agit, c'est plus un essai qu'un roman de toute manière, mais il s'agit de Quand les nations refont l'histoire de Patrick J. Guéry, l'invention des origines médiévales de l'Europe, aux éditions Collection historique de chez Aubier. Donc voilà, c'est un ouvrage qui en fait rejoint des événements qui m'intéressent particulièrement en ce moment, c'est-à-dire ces fondements créés par les différentes mouvances nationalistes aujourd'hui, mais également à partir du 19e siècle en Europe, qui vont surtout se fonder par exemple sur un médiévalisme. En gros, euh, si vous regardez un petit peu comment les nations se sont créées, comment les récits concernant les différentes nations d'Europe se sont créés, entre la fin du XVIIIe et surtout durant le XIXe siècle, vous vous rendez compte qu'un des traits saillants qui ressort à chaque fois, c'est vraiment l'idée que ces différentes nations, donc que ce soit la France, l'Allemagne, la Suisse, etc., sont nées déjà à l'époque médiévale et qu'il y a une sorte d'âme typiquement suisse, typiquement française, typiquement allemande, etc., etc., qui tirerait ses racines déjà dans le Moyen Âge, mais aussi déjà dans l'Antiquité. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et justement ce livre est assez novateur parce qu'il va prendre un peu l'Europe dans un sens large et revenir aux racines justement de cette sorte de médiévalisme, c'est-à-dire reprendre des éléments qu'on estime être médiévaux pour en tisser tout autour un discours. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et donc voilà, c'est très très intéressant, je vous le conseille fortement. Il se lit très vite comme un roman en fait. Et c'est un essai assez court qui va justement partir à partir du XVIIIe siècle, je crois, je me souviens plus, peut-être simplement à partir du XIXe siècle, mais qui va un peu retracer les fils et surtout montrer que ces discours sont en grande partie construites et se retrouvent aussi d'une nation à une autre. Donc voilà, c'était très très intéressant. J'ai trouvé un peu trop court et j'aurais voulu qu'il s'apesantisse sur d'autres éléments, mais en tout cas, il était très facile d'accès, très très intéressant, et je pense que c'est vraiment quelque chose à lire si à la fois la construction des nations vous intéresse, parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement sur la table, surtout en ces périodes bientôt d'élections en France, donc c'est toujours quelque chose qui est souvent réutilisé par les politiques, et ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça m'intéresse à la base, c'est que je trouve très intéressant toujours de vouloir parler de la France, de l'Allemagne, etc. Mais il faut aussi un petit peu recontextualiser, peut-être rehistoriciser ces différents concepts et ces différentes idées qui ont une histoire. Donc voilà, je vous le conseille très très fortement si ça vous intéresse. Et même si vous voulez vous lancer dans un sujet tel que celui-ci, je pense que c'est une excellente porte d'entrée. De toute manière, si vous aimez ce genre de sujet, je vous conseille fortement la collection historique de chez Aubier, qui présente vraiment de très chouettes lectures. Donc celui-ci, je ne l'ai pas acheté, je l'ai emprunté, surtout qu'il m'a aussi servi dans le cadre de mes études. Mais voilà, je le conseille très fortement, même si vous n'êtes pas historienne ou historien. C'est quelque chose qui est à lire, donc voilà. Et il est vraiment court, donc n'hésitez pas. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu, là aussi un classique, enfin j'ai envie de dire que celui de Patrick Guéry est un classique parce qu'il est très fortement plébiscité par un certain nombre d'historiennes et historiens, donc voilà, pour moi c'est un petit peu un classique si vous vous intéressez à ces questions. Et là, un autre classique, mais dans un tout autre registre, il s'agit de La fille de la supérette de Sayaka Murata, aux éditions Folio. Donc déjà la couverture, moi, me plaît toujours autant, je la trouve trop mignonne à chaque fois que je la regarde. Et donc là, il s'agit d'un livre qui a reçu le prix Akutagawa, donc c'est l'équivalent du prix Goncourt au Japon. Donc il a eu un très très grand succès au Japon et les éditions Folio l'ont traduit en français. Donc de quoi ça parle? Donc vous voyez que c'est extrêmement court, ça se lit très rapidement, je crois que je l'ai lu en 1 heure à peu près. Donc
Ça parle de Keiko qui a 36 ans et qui est célibataire et qui travaille dans un combini au Japon. Donc les combini, c'est des sortes de petites supérettes qui sont en général ouvertes 24 heures sur 24. En tout cas, vous en trouvez toujours une à proximité qui vend un peu de tout et qui est en gros un convenience store, donc qui devient un combini après. Et donc un convenience store, c'est un endroit où vous trouvez tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie du paysage au Japon. Et donc Keiko a 36 ans et continue à travailler dans un convenience store. Et en gros, ça pose déjà de base toute une série de problèmes. Je ne vais pas vous spoiler parce que c'est vraiment au tout début du livre. Keiko a 36 ans. En général, au Japon, vous avez différentes catégories de personnes par rapport à l'âge, au genre et au statut social. Et en général, vous travaillez dans des combini, dans ce genre de petits boulots qu'on appelle des baito, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Des baito, donc c'est-à-dire des petits jobs, jusqu'à, on va dire, l'entrée à l'université ou jusqu'à la fin de vos études. Et ensuite, vous rentrez dans une grande entreprise, en tout cas une entreprise qui vous fait gagner plus d'argent. Et donc, ces baito sont vraiment des petits jobs en parallèle. Mais vous n'êtes pas censé les continuer, enfin en tout cas dans le schéma classique au Japon, ce n'est pas quelque chose que vous êtes censé continuer tout le long de votre vie. Vous êtes censé arrêter. Or la Keiko est à la fois célibataire à 36 ans, ce qui peut être un handicap pour certaines personnes au Japon, et c'est une femme et elle n'a jamais rien fait d'autre que de travailler dans un convenience store. Et donc en fait elle vit vraiment centrée sur son petit combini. Et un jour, elle va rencontrer Shiraha, qui est un autre employé, qui lui aussi ne fait que ça. Enfin, il y a une histoire un tout petit peu plus complexe, je ne vais pas vous la raconter. En tout cas, au début, lui aussi travaille dans un combini et ne semble pas vouloir faire quelque chose d'autre de sa vie. Et on va suivre donc Keiko, qui a du mal à s'adapter à la société japonaise, et Shiraha dans une moindre mesure. Et surtout, on va rentrer dans la psychologie de Keiko. C'est très intéressant parce que ça parle justement des différentes problématiques sociales au Japon. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse fortement, surtout quand ça concerne des femmes, parce que c'est vraiment quelque chose qui attire mon intérêt, que ce soit dans, dans la société japonaise, mais en fait dans toutes les sociétés. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse. J'ai trouvé très poétique la manière dont c'était raconté, surtout la toute fin, les 2 dernières pages, j'ai trouvé très très intéressant. Il y a quelque chose en rapport avec une alarme qui, enfin, disons des bruits de la supérette sans en dire plus. J'ai beaucoup aimé la conclusion aussi, j'ai été contente qu'un des personnages n'arrive pas à ses fins. Et je vous le conseille très fortement, ça se lit très très vite, je le conseille à tous, c'est très léger. Moi j'ai trouvé ça très frais aussi pour rentrer dans ces fortes chaleurs qu'on a en ce moment. Franchement c'était une magnifique lecture, je lirai avec très grand plaisir ce qui sera traduit de Sayaka Murata. En tout cas c'est une autrice pardon, que je vais continuer à suivre de près et je vous conseille très très fortement. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de En proie au silence de Akane Torikai, donc qui est une série de mangas aux éditions Akata que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté les tomes précédents, donc je pense que je ne vais pas refaire le pitch de départ, mais en gros il s'agit, on va suivre différents personnages qui ont tous un lien plus ou moins les uns avec les autres. Dans une société japonaise, ça parle malheureusement de viol, ça parle d'abus psychiques et aussi de comment se construire dans une société qui permet parfois ce genre de choses. Et donc ça parle aussi de culture du viol, ça parle du désir d'avoir des enfants, ça parle de toute une série de sujets, ça parle aussi d'amour. C'est une série que j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois dure mais aussi assez intéressante dans ses réflexions. J'ai moins aimé cet tome-ci. Je dois avouer que j'ai été un peu déçue, j'ai trouvé qu'il y avait de la violence pour avoir de la violence. C'est une série qui est violente parce qu'elle parle de sujets extrêmement difficiles. Mais là, je dois avouer que j'ai pas forcément compris pourquoi. C'est le tome 6, donc je ne peux pas vraiment vous donner plus de détails. Mais j'avoue que l'histoire, j'avais l'impression n'avançait pas du tout. À la fin, on en a comme à la fin du tome 4, en fait. Donc ça fait déjà 2 tomes qu'on piétine un peu. Ça tire un peu en longueur. La série n'a que 8 tomes, donc je pense que le tome 7 va déjà bien plus déménager. Mais voilà, je n'ai pas été particulièrement emballée, ça se lit très bien. De toute façon, c'est une série qui est excellente. Attention pour public vraiment averti, donc pas avant 18 ans. Pour moi, en tout cas, je trouve que ce n'est pas quelque chose à mettre entre toutes les mains.
Mais voilà, j'ai été assez déçue. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Assez décevant, mais j'ai quand même très hâte de lire la suite et j'attends la suite avec impatience. Ensuite, j'ai lu, sous les conseils d'une Instagrammeuse qui est en fait une Instagrammeuse booktube, mais axée littérature queer, LGBTQ+, etc. J'ai acheté Nos meilleures vies de Ki Hana, que j'aime beaucoup, que je connais déjà pour sa série L'étranger du Zéphyr. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série yaoi, donc de romance homme-homme japonaise qui est très 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 bien faite, qui est très très douce. J'aime beaucoup son trait. Je ne sais pas si vous verrez. Donc aux éditions Casterman. Et là, il s'agit de tranches de vie qui ne sont pas forcément romances LGBT, bien qu'il y en ait. Il y en a une qui est un tout petit peu esquissée. On ne sait pas jusqu'à la fin si c'est vraiment une romance. En tous les cas, c'est des tranches de vie, encore une fois, de personnages qui se croisent, se recroisent dans différents endroits et qui se connaissent parfois depuis longtemps et qui se retrouvent. C'est vraiment très beau parce que ça parle d'une jeunesse japonaise qui est un petit peu paumée, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui se reconnaît pas forcément dans le schéma classique justement de la vie japonaise où vous allez à l'école, vous allez à l'université, vous trouvez un bon job et vous faites des enfants. C'est différent. Un est artiste, un autre est illustrateur, un autre est musicien, une autre veut devenir une idole japonaise, etc. C'est très très doux comme toujours avec Kihana, c'est très réconfortant. Franchement, si vous avez envie d'un ouvrage réconfortant et de lire un manga très très doux, je vous le conseille. Il est vraiment beau. C'est comme ils disent dans la quatrième de couverture, c'est un portrait sans ferme mais bienveillant de la jeunesse japonaise actuelle. Effectivement, je trouve aussi. C'est bienveillant, c'est réconfortant. C'est aussi un tout petit peu dur. En tout cas, on sous-entend plusieurs choses un petit peu dures, mais vraiment magnifiques. Décidément, j'adore cet auteur. Si vous voulez passer un moment très très doux et réconfortant, je vous le conseille fortement. Et en plus, si on compare à un autre manga, il est quand même beaucoup plus grand. Ce qui est très agréable en fait. Franchement, je trouve qu'on devrait imprimer plus de mangas dans ce format. C'est très très agréable. Et la qualité même de l'impression est vraiment belle. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est très agréable d'avoir ces grandes planches avec les dessins. Et le dessin de Kihana est toujours sublime et très poétique. Voilà, il y a le focus, donc vous allez bien pouvoir voir. Mais franchement, je vous conseille à 3000%, c'était magnifique. Et enfin, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un manga, mais j'avais très envie de vous le présenter parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu ces temps et je me suis dit, bon, autant vous le présenter tant que je l'ai, je vais bientôt devoir le rendre parce que c'est un emprunt en bibliothèque. J'ai regardé Le Portrait interdit. Donc c'est un film de Charles de Meaux avec comme actrices et acteurs principaux Fan Bingbing et Melville Poupeau. Et en gros, ça parle d'une histoire très intéressante au XVIIIe siècle. Je regarde juste les noms parce que je ne m'en souviens plus du tout. Un jésuite, donc Jean-Denis Attiret, est l'un des peintres officiels de la cour de l'empereur de Chine. Et il va rencontrer la princesse, l'impératrice, pardon, Uehara, qui est une concubine et qui va lui demander de lui faire un portrait. Donc c'est une très belle histoire d'amour qui va débuter. J'ai adoré ce film et surtout les décors et les vêtements qui étaient magnifiques. C'était très beau. Je trouve que c'était une très belle collaboration. L'actrice principale, donc Fan Bingbing, joue extrêmement bien. Si vous aimez les films sur la Chine impériale ou si vous voulez découvrir ce genre d'œuvre, je vous le conseille très fortement. Et je ne regrette pas du tout. Il est parfois un peu lent, mais bon, c'est un film français. Donc souvent les films français, pour moi, sont un peu longs. C'est un peu le cas ici. Mais franchement, c'est tellement beau que vous êtes juste bloqué devant ces images magnifiques. Donc franchement, je vous le conseille très fortement. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures et une dernière œuvre cinématographique que j'ai regardée. Donc voilà, il y avait quand même des choses assez intéressantes. Pour moi, ma meilleure lecture depuis ces quelques jours slash semaines, ça a vraiment été La fille de la supérette. C'est vraiment celui que je vous conseille le plus, suivi de très près par Nos meilleures vies.
Vraiment, vraiment, c'est les deux lectures que je vous conseillerais. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce en l'air aussi, ça m'aide toujours énormément et je vous remercie pour vos derniers commentaires et pouces en l'air, ce qui m'ont fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si mes vidéos vous plaisent et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!